Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Je conduisais la voiture de ma femme pour acheter quelques nouvelles chaises de jardin. Pour ce faire, j'ai décidé d'écouter le programme intitulé 10 American Life sur la chaîne NPR et je me suis laissé absorber par les histoires captivantes qu'il présentait. En conduisant, j'ai entendu parler d'un livre à la radio qui a attiré mon attention et j'ai dû noter son titre. D'une main sur le volant, j'ai cherché dans la console centrale de l'autre main, tâtonnant pour trouver la poignée. Parmi divers objets qui apparaissaient des profondeurs sous les étuis de CD, comme un emballage de bonbons froissés, un paquet de boissons Starbucks pliées, un quart et même un pen pliant, j'ai trouvé quelque chose d'assez inattendu. Un paquet de contraceptifs. Cette surprise m'a fait sursauter, me poussant à relâcher momentanément ma prise sur le volant, frôlant la sortie de la route. Des moments comme celui-ci restent gravés en mémoire, se rejouant au ralenti. Dans chaque cadre, une Toyota rouge me dépassait à gauche, conduite par une fille aux cheveux roux avec un anneau. Revenant à la route, j'ai remarqué que le compteur de vitesse affichait 34 miles par heure. Des particules de poussière s'étaient accumulées sur le tableau de bord, un rappel du passage du temps. En attendant un feu vert, je ressentais un certain sentiment d'assurance. Sous le pare-brise, des coléoptères écrasés offraient des preuves des voyages précédents. Cependant, lorsque j'ai récupéré le boîtier du CD, ses bords rugueux ont soudainement gratté mon poignet, me prenant au dépourvu. Ces sensations inhabituelles ont perturbé mon fil de pensée, rendant difficile la clarté d'esprit. Au milieu de cette confusion, une question a émergé. Me suis-je déjà demandé si cela m'appartient? Ai-je jamais envisagé l'infidélité? Les pensées, contrairement aux images, ont tendance à être désordonnées et déroutantes. Peut-être que je m'inquiétais de la culpabilité résultant de la révélation accidentelle d'un secret potentiellement sombre. Ou peut-être que la peur m'a submergé. Il est possible que je nourrisse des doutes sur le fait d'avoir fait quelque chose de mal. J'ai méticuleusement fouillé chaque coin de la voiture, en commençant par la boîte à gants et en terminant par le coffre. J'ai même vérifié toutes les portes et examiné les sièges. Finalement, mes efforts ont porté leurs fruits lorsque j'ai trouvé un petit paquet caché sous le siège passager, habilement dissimulé dans un sac plastique d'un supermarché. En l'ouvrant délicatement, j'ai découvert un petit carnet à spirale. Mon cœur s'est mis à battre plus vite en l'ouvrant et en examinant son contenu. Les 2 premières pages étaient vierges, éveillant ma curiosité. En tournant les pages suivantes, j'ai rencontré une série de listes cryptiques. L'une des entrées avait été rayée, attirant mon attention. Dans d'autres circonstances, je n'aurais peut-être pas prêté attention à ces listes ou réfléchi à leur signification. Cependant, un schéma familier a commencé à émerger. L'emploi du temps de mes voyages professionnels. La date rayée signalait le jour où je suis tombé malade et ai dû rester chez moi. Découvert plus tôt, le contraceptif faisait allusion à un message dirigeant mes pensées vers les hôtels que je fréquente lors de mes déplacements. Holiday Inn. Quality Inn. En rassemblant les indices, tout indiquait une réunion prévue au Travel Lodge ou au Holiday Inn le lendemain à 13h30. Cette révélation m'a laissé un mélange de choc et d'incrédulité. J'espérais désespérément que mes suppositions étaient incorrectes, qu'il y avait une autre explication. Pourtant, la présence indéniable du contraceptif semblait confirmer le pire des scénarios. J'ai dû affronter une dure réalité. Il s'est avéré que ma femme avait une liaison en cours depuis 4 mois. Cela a brisé tout espoir que ce ne soit qu'un incident isolé. Les preuves indiquaient qu'elle m'avait effectivement trompé et avec des intentions sérieuses. Une suspicion persistante est née qu'elle maintenait une liste secrète et insaisissable. Cette révélation m'a frappé comme une tonne de briques. Au fond de moi, je sentais que j'étais au bord de la perdre, et des émotions conflictuelles faisaient rage en moi. D'une part, je ne pouvais nier le ressentiment et la colère qui avaient grandi, la jugeant indigne de mon attention. D'autre part, l'amour résidait encore dans mon cœur, et laisser partir était incroyablement difficile. La tâche intimidante de l'affronter était à venir, et la pensée de faire face à cette vérité douloureuse me remplissait de peur. Des questions tourbillonnaient dans mon esprit. Comment pourrais-je avancer? À ce moment-là, j'ai secoué la tête, fermé les yeux et réalisé que j'étais complètement perdu. Les doutes m'ont envahi. Était-elle impliquée dans quelque chose d'illégal? Avait-elle une entreprise cachée? Pourquoi ce besoin de tant de secrets?
Que se passerait-il si ses affections s'étaient déplacées vers une autre personne, même une autre femme? L'incertitude et la confusion m'ont submergé, m'enveloppant dans un enchevêtrement d'émotions. Manquant d'informations suffisantes sur la situation, je ne savais pas du tout comment l'aborder et engager une conversation. Les pensées de ce qu'elle pourrait dire se précipitaient dans mon esprit. Exprimerait-elle des remords avec des mots comme « Je suis désolé, mon amour. Je n'ai jamais voulu que tu découvres cela. S'il te plaît, trouve dans ton cœur la force de me pardonner. Je dois te quitter car j'ai commis une grave erreur. » Ou y aurait-il des accusations et du chantage dans ses explications, prétendant qu'elle avait été contrainte à une liaison avec un inconnu? Peut-être qu'elle rejetterait la faute sur moi, affirmant que mon absence et mes soupçons d'infidélité l'avaient poussée à chercher vengeance. Les scénarios potentiels semblaient infinis et je ne pouvais pas prédire ce qu'elle pourrait réellement dire. Au milieu de cette crise, une découverte surprenante m'a été révélée. Elle a découvert mon infertilité et, à la recherche d'une grossesse, a couché avec mon propre frère. Juste cette pensée m'a donné des frissons, soulignant la profondeur des secrets et de la tromperie qui étaient ancrés dans notre relation. Suis-je infertile? Pourquoi ne pas tout révéler? J'ai des pouvoirs surnaturels en tant que vampire. Je travaille sous couverture en tant qu'agent secret, et la nature de ma mission est strictement classifiée. Mais, chérie, je veux que tu comprennes que je fais cela seulement pour le bien de mon pays. J'ai soigneusement remis le contraceptif et le carnet à leur place. Lorsque vous êtes submergé par une profonde tristesse, la partie inférieure de votre visage semble être attirée vers la terre, comme si la gravité la retenait plus fortement. J'étais perdu quant à ce que je devais faire ou penser. J'avais lu suffisamment sur l'infidélité pour comprendre qu'une femme peut avoir une liaison à cause de son propre malheur, et cela suggérait que peut-être j'étais, dans une certaine mesure, responsable de cette situation. Mon sens de moi-même est resté intact. Ce n'était pas la fin de ma vie. J'ai éprouvé des émotions mixtes, du ressentiment, de la colère, de la tristesse, de la confusion. Et dans ces heures sombres, je me suis demandé si j'avais fait le mauvais choix dans ma vie, si j'étais intrinsèquement défectueux, si je devais devenir quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai mis le masque d'une personne familière. Lorsque Chérie a essayé de commencer une conversation sur un livre qu'elle lisait, j'ai feint d'être concentré sur le travail, disant que j'avais une semaine difficile devant moi et que je ne pouvais pas échapper à l'anxiété. Je suis désolé, mon amour, je me sens un peu retiré. Elle s'est retirée dans la chambre pour se plonger dans la lecture. Pendant ce temps, je nettoyais la vaisselle et faisais le ménage, même resté là jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, je me suis habillé rapidement, et quitté la maison et conduit sans quitter la voiture. J'ai passé un appel matinal. À 10 heures du matin, je suis arrivé à l'ancien Holiday Inn. Contrairement aux établissements modernes, cet hôtel permet aux clients de garer leur voiture à côté des chambres, contournant l'entrée de l'hôtel par le hall. Dans des moments de désespoir, vous devez agir hors des sentiers battus. Je dois admettre que je ne sais pas comment tromper. L'instinct me pousse à dire toute la vérité, et cette tendance, en règle générale, me profite dans mon travail, toute la vérité. Et cette tendance, en règle générale, me profite. Dans mon travail, partager des informations crée un sentiment de connexion, permettant aux autres de s'attacher réellement à moi. Ou peut-être font-ils juste semblant d'être amicaux pour acquérir des connaissances supplémentaires. Idéalement, j'espère que tout se passera selon le premier scénario. Cependant, j'ai depuis longtemps abandonné l'idée que les contacts professionnels peuvent être considérés comme de véritables amis. Bonjour. Je saluais la réceptionniste. Je pense que ma femme doit rencontrer quelqu'un ici à 13h30. Sa réaction était subtile. Je soupçonne qu'elle a peut-être une liaison et j'aimerais connaître l'identité de son compagnon. Une expression sceptique est apparue sur son visage. Je veux juste voir les images de surveillance. Son doute était évident. Je suis désolé, je ne peux pas vous accorder cet accès, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai des doutes sur vos intentions. Cet hôtel est responsable de la sécurité et de la vie privée de ses clients, pas de vos enquêtes personnelles. Il se pourrait que vous représentiez un danger pour cette femme. Je m'excuse d'assumer qu'elle est votre femme sans obtenir de confirmation. Comme le disait mon premier patron, lorsque j'entre en territoire inconnu, du temps supplémentaire doit être accordé, car rarement tout se passe comme prévu. Si ma vie était un roman policier, je pourrais glisser un billet de $20 au réceptionniste discrètement pour obtenir accès. Mais je ne suis pas de ceux qui ont recours à de telles tactiques. Au contraire,
En tant que négociateur et manager expérimenté, je suis capable de trouver des solutions mutuellement bénéfiques. La réceptionniste et moi avons entamé une conversation, et bientôt il s'est rendu compte qu'il serait bénéfique pour l'hôtel si je regardais les moniteurs de sécurité en sa présence, ce qui garantirait la transparence de mes actions, réalisant que si je partais, je pourrais surveiller le territoire extérieur de l'hôtel, et il serait impuissant à empêcher toute action imprévisible. Un tel scénario pourrait entraîner des conséquences juridiques pour l'hôtel. Il est donc devenu évident que pour réduire le risque, il était nécessaire de me garder sur le terrain de l'hôtel. Je trouve un grand plaisir à atteindre des accords qui satisfont les deux parties. Par un geste de bonne volonté, j'ai offert le déjeuner à Subway, choisissant pour moi un sous-marin classique au thon et pour lui, du poulet avec du bacon et de la sauce ranch. Après avoir garé la voiture de l'autre côté de la rue, je suis retourné à l'hôtel et nous avons regardé les nouvelles locales ensemble à midi. Au cours de notre communication, j'ai ouvertement partagé des informations avec lui, discutant des détails liés au carnet et aux contraceptifs. Pendant notre conversation, il a parlé de sa vie personnelle, partageant des histoires sur sa famille, y compris l'emprisonnement de son neveu et les problèmes de santé de son père. Tout en savourant les sandwichs, nous avons commencé une conversation sur les graisses, les calories et divers régimes alimentaires, au cours de laquelle il a mentionné sa tentative de suivre le régime Atkins. Nous avons convenu que l'aspect le plus difficile de tout régime est de maintenir le poids atteint. On aurait dit que nous étions rapidement devenus amis, sachant que nos chemins ne se croiseront probablement plus jamais. Exactement à 12h25, elle est arrivée. Après avoir garé la voiture à l'arrière, loin de la rue, elle reste assise à l'intérieur, absorbée par une conversation téléphonique. Je pouvais clairement voir son visage à travers le moniteur. Après avoir terminé la conversation, elle regarda son reflet dans le rétroviseur, toilettant distraitement une mèche de cheveux dans ses mains. Soudain, à exactement 13h30, une élégante BMW bleue s'est arrêtée à côté d'elle. Du côté conducteur, un grand homme avec une coiffure brune est sorti de la voiture. Il s'est dirigé facilement vers l'entrée de l'hôtel, a remis la clé de la chambre, et a regardé en direction de ma femme. En réponse, Chérie a ouvert la portière, a jeté un dernier regard à son reflet, et a marché avec confiance vers l'homme qui l'attendait. En passant à ses côtés, il a doucement enroulé son bras autour de sa taille, l'attirant vers lui. La porte de l'hôtel s'est refermée derrière eux, scellant leur moment privé. L'idée d'une liaison est facile à comprendre. Nous avons tous été friands de cela. Mais avec de l'effort et du temps, vous pouvez vous remettre d'une telle liaison en reconnaissant votre douleur et en reconnaissant les causes sous-jacentes auxquelles vous pouvez choisir de revenir. L'issue la plus destructive serait un lien avec mon pire ennemi, une trahison si cruelle qu'elle me ferait sentir aussi insignifiant que la poussière sous le pied de quelqu'un. Il devient presque impossible d'échapper au doute sur l'honnêteté de vos propres points de vue ou l'existence d'un défaut fatal dans votre prise de décision, vous laissant attirer par de fausses personnalités. Peut-être aurez-vous été trompé par Delilah elle-même, communiquant doucement avec vous tout en complotant votre démise. Cette situation ne s'aligne ni sur les meilleures ni sur les pires options. Elle se trouve dans le milieu trouble, où la complexité s'approfondit. Elle englobe deux trahisons, l'une de votre femme et l'autre de quelqu'un d'autre. Si l'autre partie n'est qu'un ami de golf ou une personne de peu d'importance, disons le mari d'une des amies de votre femme, leur trahison n'a qu'un poids limité. Ce ne sont qu'une autre personne irrespectueuse. Cependant, si cette personne s'avère être votre père ou votre frère, un membre proche de la famille, leur trahison pourrait faire encore plus mal que si c'était votre femme. Après tout, une femme ne vous est pas liée par le sang et bien que vous puissiez vous sentir si en colère que vous pourriez finir par vous battre physiquement avec votre frère, vous pourriez finalement prioriser vos liens familiaux au-dessus de votre mariage. Elle a commencé une liaison avec votre meilleur ami Tom, trahissant non seulement votre amitié mais aussi votre mariage. Tom avait été votre témoin lors de votre mariage, tout comme vous l'aviez été pour son frère cadet lors de son propre mariage. Vous connaissiez Tom depuis 20 ans, depuis vos 7 ans. Il savait combien Chérie était importante pour vous et à quel point vous étiez attaché à votre mariage et à votre confiance. Cette trahison vous a profondément blessé et affaibli votre relation qui était autrefois solide. Cependant, la compréhension entre vous et la réceptionniste était claire. Vous avez échangé une poignée de main, confirmant que votre amitié ne serait pas éclipsée par de petits malentendus et que les boissons et le basket-ball ne créeraient pas de division. Vous avez traversé la rue et vous êtes dirigé vers le terrain de golf où vous êtes monté dans votre voiture et avez commencé à frapper des balles de golf. À chaque coup, vos clubs ordinaires semblaient être des extensions parfaitement équilibrées de votre corps et les pièces en bois devenaient nettes et précises.
Frapper le coup de fer à 4 était particulièrement satisfaisant alors que les balles s'élevaient dans les airs. Ces moments fugaces de clarté sont ce qui rend le golf à la fois stimulant et exaltant. Sentant une montée de confiance, vous avez décidé d'appeler Tom chez lui, saluant sa femme, Peg, et les invitant à se joindre à vous pour le dîner. Vous avez fixé une réunion à Cyrus pour 19 heures. Après avoir passé l'appel, vous vous êtes senti comme un gagnant. Tout comme vous aviez dominé avec le fer à 4, vous avez appelé chez vous et laissé un message pour Sherry, lui faisant savoir que vous serez là tôt et vous arrangeant pour vous rencontrer chez Kiro à 19 heures. Vous avez également laissé le même message sur son portable pour vous assurer qu'elle l'a reçu. Lorsque vous êtes arrivé chez vous à 18 heures, vous avez remarqué que Sherry était déjà sous la douche. Son sac de sport était ouvert sur le sol, vous rendant curieux d'explorer son contenu. Vous n'avez pas pu résister à la curiosité, espérant trouver quelque chose d'intéressant. Malheureusement, vous n'avez rien trouvé d'intéressant. Vous l'avez appelé, exprimant votre intention de prendre une douche aussi, réalisant que cela pourrait être votre dernière chance avec elle avant que les choses ne deviennent plus graves. L'incertitude pesait sur votre avenir et vous étiez déterminé à lui exprimer votre amour. Sherry, respirant lourdement comme si elle venait de terminer une course vigoureuse, s'est blottie contre vous. Sa satisfaction était claire dans sa voix alors qu'elle louait l'expérience, et vous êtes tous deux convenus de faire de tels moments une occurrence régulière. Sa passion et son intérêt réel pour vous rassurer dans vos doutes, et vous vous sentiez profondément connecté à ce moment. En contemplant vos prochaines étapes, vous décidiez de rencontrer Tom et Peg comme prévu. Au restaurant, tout semblait normal et le lien d'amitié demeurait fort entre vous quatre. Mais le poids de la conversation imminente pesait dans l'air. Alors que vous abordiez le sujet, Sherry s'est rendu compte de votre anxiété et a exprimé son soutien en plaçant sa main sur la vôtre. Vous avez demandé ce qu'ils feraient s'ils découvraient que leur meilleur ami les avait trahis, ou si leur conjoint avait une liaison avec leur meilleur ami. La pièce est tombée silencieuse, et la tension est montée. Tom, Peg et Sherry ont eu du mal à trouver des mots alors qu'ils luttaient avec la gravité de vos questions. Le silence de Tom a dit beaucoup, révélant la profondeur de son erreur. Peg a compris la vérité et a réagi rapidement, infligeant un coup puissant au visage de Tom. Le moment semblait s'étirer alors que vous savouriez cela, vous remémorant des souvenirs passés et réfléchissant à la situation actuelle. Vous ne pouviez pas vous empêcher de remarquer que les remarques habituelles de Tom étaient absentes, remplacées par la dure réalité de ses actions. L'hésitation de Tom et la réaction de Peg soulignaient la gravité de la situation. Vous vous êtes tourné vers Sherry et avez posé la question de la façon dont vous deviez répondre à son infidélité, laissant la décision entre une confrontation violente ou un divorce paisible dans l'air. La pièce est restée silencieuse, soulignant le poids de vos mots. Tom a réalisé la gravité de ses actions, et Peg l'a compris parfaitement. Tom a commencé à expliquer, mais avant qu'il puisse finir sa phrase, Peg est intervenue avec un coup puissant à son visage. Le temps semblait s'étirer à nouveau, vous permettant de savourer le moment et de contempler l'importance de ce tournant. Les souvenirs ont envahi votre esprit, vous rappelant les conversations innocentes que vous aviez eues avec Tom dans le passé. J'imaginais que nous jouions au ballon et combattions le vent frais derrière un robuste chêne. En un instant, beaucoup de conversations m'ont submergé. Des disputes sur le plus grand coureur, sur la technique pour déboutonner un soutien-gorge, la question éternelle de savoir qui est mieux pour être un coureur de Formule 1 ou une star de cinéma. Il y avait des jurons dans l'air. Oh, mauvais orateur. Le bruit de la main de Peg qui le frappait à nouveau l'a surpris. Au milieu de cette horreur, je tenais encore la main de Sherry. Son emprise s'était figée. Tout à coup, Peg a jailli de derrière la table, a pris son sac à main, a rapidement fait volte-face et est parti en courant. Étonnamment, je suis resté calme. Pourriez-vous régler la note ? Ai-je demandé à Tom calmement. Vous pouvez prendre les restes, ai-je dit à Tom, me levant et me retournant pour faire face à ma femme. Allez, ai-je dit, et Sherry a gracieusement émergé de derrière la table, me suivant jusqu'à la voiture. Alors que nous marchions, les premiers mots qui ont échappé aux lèvres de Sherry étaient pleins de remords. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, ai-je répondu froidement. Très bien. Es-tu désolé d'avoir été prise ? Es-tu désolé de m'avoir blessé ? Ma colère a commencé à grandir. Désolé d'avoir ruiné notre mariage ? Je suis désolé d'avoir séduit l'un de tes meilleurs amis. Je suis désolé d'avoir ruiné votre vieille amitié. Pourquoi ? De quoi exactement es-tu désolé ? Ai-je exigé, ressentant tout le poids de ma déception.
Les larmes de Chérie ont commencé à couler, mais pas en ruisseau, mais en véritables gouttes courant sur ses joues. Je continuais de conduire, essayant de rester calme. Quand elle a trouvé le courage de parler, j'ai levé la main, lui signifiant de s'arrêter. Elle a instinctivement touché son front et fermé les yeux, suffoquant de sanglots. J'ai arrêté la voiture. Tu peux sortir, ai-je dit fermement. Chérie a regardé par la fenêtre et a réalisé que nous étions devant la maison de ses parents. Non, dit-elle presque en gémissant. Sortez. Sortez ou je vous jetterai dehors, ai-je prévenu, frappant le volant avec impatience. La déception m'a saisi et tout à coup j'ai rougi. Sortez. Ai-je crié, refusant de la regarder alors que je m'éloignais. Lorsque je suis rentré chez moi, mon plan initial était de me verser un verre fort et de regarder distraitement la télévision jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Mais alors quelque chose a cliqué en moi. J'ai ouvert le placard de Chérie, submergé par beaucoup d'émotions et d'incertitudes, et j'ai été fixé sur ses vêtements. J'ai commencé à arracher des cintres avec une barre, essayant désespérément de déchirer les boutons, tentant de déchirer les coutures. La colère grandissait en moi, et je me dirigeais vers la cuisine, revenant avec un couteau de chef. Alimenté par la passion, j'ai coupé avec force ses vêtements, tranchant à travers le tissu avec le couteau. L'alcool m'avait envahi, me poussant à agir sur un coup de tête. J'ai impulsivement allumé un feu dans la cheminée et j'ai jeté notre album de mariage dans les flammes. Dans un accès de fureur, j'ai collecté un à un tas de ses sous-vêtements et les ai jetés dans le feu, captivé par la vue de chaque pièce prenant feu. Ensuite, je me suis installé dans un fauteuil et j'ai regardé distraitement un match de football classique jusqu'à ce que l'épuisement m'emporte enfin, et je m'endorme. Ces heures étaient agonisantes, remplies d'un sentiment d'importance à chaque instant qui passait, pourtant aucun d'entre eux n'apportait de réconfort. Je me sentais écrasé, attiré vers le côté sombre de mes émotions. Je comprenais maintenant le pouvoir de l'autosuggestion et les tendances destructrices de la jalousie. Je voyais qu'en dessous de la surface de l'amour, la colère pouvait être tout aussi profonde. Le lendemain matin a apporté un sentiment de calme. La maison semblait en ordre, sauf pour le désordre dans la chambre. Les restes des vêtements déchirés de Chérie étaient éparpillés sur le sol autour de son placard. Je les ai laissés là, avec les restes de la cheminée, les restes carbonisés de notre album de mariage, les soutiens-gorge brûlés et les restes d'une nuisette. Mon esprit semblait vide, dépourvu de pensées cohérentes. Poussé par la colère, je suis allé prendre une douche, laissant l'eau s'écouler sur moi. À ce moment-là, les souvenirs de nos moments intimes de la nuit précédente ont flashé dans mon esprit. J'ai réalisé que ma vie avait subi un changement irréversible, pourtant étrangement, je ne ressentais pas fortement cela. À la lumière des événements récents, j'ai décidé d'avoir une conversation directe avec Tom au sujet de notre situation. Je l'ai appelé sur son téléphone mobile, et à ma surprise, il a répondu et s'est immédiatement excusé. Il a admis que tout avait commencé comme une flirtation innocente qui avait pris de l'ampleur. Il m'a assuré qu'il n'y avait rien de plus, mais il a confessé néanmoins avoir croisé Chérie au centre commercial une fois, et à partir de là, les choses avaient dégénéré. C'était une erreur impulsive qu'il regrettait profondément. En l'écoutant, je sentais qu'il voulait dire plus, alors j'ai patiemment attendu. Il est devenu clair qu'aucun d'eux n'avait eu l'intention de nous faire découvrir, Peg et moi, leur liaison, mais qu'ils n'avaient pu résister à leur attirance, et cela a continué malgré leur culpabilité. À ce moment-là, une décision s'est solidifiée en moi. Je savais exactement quoi faire dans cette situation. Tom, notre amitié est terminée à cause de cela. Je me fiche de ce qui se passe entre toi et Peg. Tu es hors de ma vie complètement. Tu n'existes plus dans mon monde. Au revoir, Tom. Avec ces derniers mots, j'ai abruptement mis fin à l'appel alors que Tom parlait encore. À ce moment-là, lorsque Tom avait véritablement exprimé ses regrets de m'avoir blessé, j'ai ressenti la sincérité dans ses mots. Il avait cédé à ses propres faiblesses et choisi le mauvais chemin. La trahison était profonde, et il était clair que notre amitié ne pouvait être sauvée. J'étais laissé à me débattre seul parce que Tom avait choisi de me trahir. Sans informer les parents de Chérie, je suis allé chez eux. Lorsque j'ai frappé à la porte, son père m'a accueilli avec une expression triste et anxieuse. « Comment te débrouilles-tu » ai-je demandé, soucieux, alors que je posais le pied sur le porche. Il a partiellement fermé la porte derrière lui et a laissé échapper un lourd soupir. Elle nous a dit, a-t-il avoué, sa voix teintée d'obscurité. Vous savez qu'elle vous aime, n'est-ce pas? Vous devriez le savoir.
Il a scruté mes yeux pour y chercher un signe de compréhension, secouant la tête. Comme elle est folle. C'est incroyable que je recours à de telles expressions dégradantes en ce qui concerne ma propre fille. Folle. Je ne peux pas croire que je dis ces mots à son sujet, mais c'est fou. Le sens était clair malgré ses pensées éparpillées. Il était pleinement conscient de ce qu'il disait. Chérie a fait une erreur. Une erreur significative, mais tout de même, juste une erreur. Avec de l'effort et du temps, nous pourrons surmonter cela. Folle. Tellement folle. Les insultes pourraient persister, mais nous devons surmonter cela. Puis-je entrer ? Ai-je demandé au père de Chérie. Ma fille folle est dans la cuisine. Alors que je m'asseyais à la table de la cuisine, j'ai eu du mal à trouver les bons mots. Chérie avait l'air pâle, ses yeux enflés par les larmes. Sa mère restait silencieuse à ses côtés, et son père sirotait de l'eau dans un verre par petites gorgées. Enfin, j'ai pris une grande respiration et j'ai exposé ma décision. Voici ce que j'ai décidé, ai-je commencé, et Chérie a hoché la tête, son visage reflétant la douleur que j'avais ressentie la veille. Je vais demander le divorce. Il n'y a pas lieu de discuter de la possibilité de sauver ce mariage. Le poids de sa trahison pesait dans l'air. Tu m'as trahi, notre mariage, et tout ce que je croyais de toi. J'ai pris une décision ferme. Je ne veux plus être marié à toi. La douleur que tu m'as causée est incommensurable, et je doute que tu comprennes jamais pleinement l'étendue de ce que tu as fait. Je sais que tu m'aimes, et c'est à cause de cet amour que je choisis de divorcer. Je veux que tu ressentes la douleur de me perdre et que tu vives avec ce fardeau. Dans un moment de tourmente émotionnelle, elle a poussé un son guttural. C'est vraiment déconcertant à quel point les sons que nous émettons dans des moments de douleur sont similaires aux sons de plaisir. Mais laissez-moi préciser mes intentions futures. Écoutes-tu, chérie ? Ai-je demandé, cherchant une forme de reconnaissance. Chérie n'a pas répondu verbalement mais a baissé la tête en accord silencieux. Dès que le divorce sera finalisé, et cela ne se produira pas rapidement, nous pourrons envisager la possibilité de raviver notre relation. Mais il y a une condition. Tu dois prouver que tu es une bonne personne, et alors nous pourrons recommencer à sortir ensemble. J'ai plongé mon regard dans les yeux de Chérie, reconnaissant la tristesse et la douleur gravées sur son visage. Je veux que tu comprennes que je t'aimais autrefois, et maintenant je te donne l'occasion de me faire retomber amoureux de toi. Mais sache que je ne retournerai pas en arrière. Ce mariage appartient désormais à l'histoire. Si tu m'aimes vraiment, tu feras tout pour me reconquérir. Chérie hocha la tête, ses lèvres fermement pressées alors qu'elle méditait sur le poids de mes mots. Pendant le divorce, Tom n'était plus considéré comme mon ami et je parlais à peine à Chérie. Nous avons vendu notre appartement, et Chérie est revenue vivre chez ses parents. Pendant que je cherchais un nouvel appartement, je suis tombé sur son père seulement quelques fois, et nos conversations étaient ponctuelles et superficielles. Je ne m'informais pas sur Chérie, mais lors de ces brèves rencontres, j'ai clairement fait savoir que notre accord tenait toujours. Le divorce a été officiellement finalisé en seulement 4 mois. Un peu moins de temps que celui que Chérie avait passé dans une liaison avec Tom. Peg m'a contacté 2 fois après l'incident au restaurant, mais je lui ai parlé du divorce de Chérie. Et j'ai précisé que je ne envisagerais de reconstruire notre relation que si elle se distançait de Tom et de ses propres actions. À ma grande surprise, Peg n'a pas tenté de me recontacter. Au lieu de cela, par l'intermédiaire de connaissances communes, j'ai appris qu'elle et Tom avaient suivi une thérapie pour leur relation pendant que je partais en vacances remplies d'aventures, participant à des activités comme la randonnée et l'escalade au Chili. J'en ai bien profité, car l'activité physique m'a servi d'échappatoire thérapeutique, me purifiant l'esprit complètement. À mon retour, j'ai trouvé un message de Chérie sur ma messagerie professionnelle, s'enquérant de notre conversation. Alors que je prenais un taxi pour rentrer chez moi depuis l'aéroport, j'ai décidé de l'appeler. J'ai d'abord composé son numéro et les salué d'un bonjour décontracté. Toute l'affaire de l'infidélité et du divorce m'avait poussé à être plus direct dans mes actions. Je me suis demandé si elle m'appellerait. Après lui avoir fait part de mon récent retour dans la ville, je lui ai demandé si nous devrions continuer la conversation. J'ai proposé de nous rencontrer et j'ai demandé quand elle serait disponible. Que faites-vous cet après-midi ? Souhaitez-vous prendre un verre ? Ai-je suggéré. Quand je suis arrivé à l'endroit convenu, je l'ai vue attendre dans une cabine, plaçant un verre d'eau devant elle. Je me suis assis et l'ai rejoint. Nos regards se sont croisés et j'ai hoché la tête en salut. J'ai choisi de ne pas perdre de mots en allant droit au but.
Devrions-nous en discuter davantage? Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire ou suggérer? Ai-je demandé, sincèrement intéressé par ses intentions. Je veux donner cela une chance, et j'ajoutai, soulignant mon désir d'aller de l'avant. Curieux de ses propres désirs, je lui ai demandé, que veux-tu? Ne laissant aucune place à l'ambiguïté, je sentais la tension monter en elle. Elle ferma les yeux un instant, semblant réfléchir à ses prochains mots. Dois-je m'excuser? Que dois-je faire? Demanda-t-elle finalement. Cherchant des conseils sur la manière d'avancer. Je devrais également mentionner que j'attends un bébé, murmura-t-elle, ces mots faisant immédiatement tomber mes yeux sur son ventre. Il devint évident que sa robe était délibérément ample, probablement pour dissimuler la grossesse. Le problème était que je ne savais pas de qui était l'enfant. Après cette révélation, Chérie se mit à pleurer. J'étais dans un tel choc que je ne pouvais pas trouver de mots. Je lui ai silencieusement pris la main et l'ai escorté à une clinique pour un test ADN. J'étais trop abasourdi par cette nouvelle inattendue pour penser rationnellement. Est-ce que Tom sait pour ta grossesse? Ai-je demandé alors que nous conduisions vers la clinique. D'une voix tremblante, elle répondit que Tom avait ignoré son message concernant la grossesse. J'étais prêt à exploser de colère contre cet homme pathétique. Nous sommes restés silencieux durant le reste du trajet. Après le test ADN, j'ai ramené Chérie chez ses parents et j'ai attendu les résultats avec un sentiment d'anticipation. Presque toute la nuit, j'ai passé des heures éveillé, incapable de dormir, tossant et me tournant dans mon lit. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de la clinique m'informant que les résultats du test ADN étaient prêts. J'ai rapidement sauté dans ma voiture et conduit jusqu'à la clinique, et ce que j'ai découvert était incroyablement déstabilisant. Je n'étais pas le père de l'enfant à naître. Je suis resté assis dans la voiture pendant environ 1 heure, submergé par la tristesse et les larmes. Tout est réglé maintenant. Chérie et moi ne pouvons plus être ensemble. J'ai transmis cette nouvelle par message texte, en joignant également une photo du résultat du test ADN. Après avoir envoyé ce message, j'ai reçu de nombreux appels de Chérie, mais je ne voulais pas m'engager dans une conversation avec elle ni la revoir. J'ai également pris la décision sérieuse d'acheter une maison loin de Chérie et Tom, dans le but de laisser le passé derrière moi une bonne fois pour toutes. Cela fait 7 mois depuis que j'ai bloqué Chérie et tous nos amis communs. J'ai acheté une petite maison et je fais de mon mieux pour ne pas me rappeler le passé avec Chérie. Mon travail et mon implication dans le sport m'ont aidé dans cela. J'ai une copine avec qui je passe mes week-ends loin du travail, et nous passons de très bons moments ensemble, mais je ne cherche rien de sérieux pour l'instant. Récemment, j'ai appris le sort de Chérie et de son enfant par mes parents, et cela m'a fait pleurer, car je ne pouvais pas surmonter la douleur. Suite à mon message, Chérie est devenue hystérique, ce qui a finalement conduit à une profonde dépression. Elle a même refusé de manger et a passé des journées entières au lit. À cause de cette dépression émotionnelle, elle a donné naissance à une petite fille prématurée qui a été diagnostiquée avec le syndrome de Down. Maintenant, Chérie élève l'enfant seul, vivant avec ses parents, qui l'aident dans tout. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.